Aujourd'hui, on va déchiffrer ensemble une étiquette de whisky pour que vous ayez le plus d'infos possible avant même de le goûter. Amoureuses et amoureux du goût, bonjour! On s'est tous retrouvés un jour devant un rayon de whisky en sachant pas quoi choisir, surtout dans une grande surface où le seul conseil qu'on peut espérer, c'est celui du vigile qui nous regarde bizarrement parce qu'on hésite depuis 20 minutes. Hubert n'est pas un voleur. Mais rassurez-vous, les étiquettes sont une mine d'or pour se faire une idée de ce que renferme la bouteille. Pour éviter que la vidéo dure 3 heures, on va se concentrer dans un premier temps uniquement sur les whiskies écossais. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais d'abord, comment être sûr et certain que la bouteille que je tiens dans mes mains est un whisky écossais? Eh bien, si c'est une bouteille et pas autre chose et que c'est écrit Scotch sur l'étiquette, alors c'est un whisky écossais. On a souvent tendance à croire que Scotch désigne n'importe quel whisky. Mais non, c'est réservé uniquement au whisky d'Écosse. Un peu comme le champagne pour la France. Sauf que, bien évidemment, personne ne boit du Scotch en sabrant une bouteille sur son yacht. La première chose qui saute aux yeux, c'est le mot en gros caractères. Si c'est un single malt, c'est certainement le nom de la distillerie. Dans ce cas, on sait immédiatement d'où vient le whisky, puisqu'il provient d'une seule distillerie et son caractère sera dans la lignée de ce que la distillerie a l'habitude de produire. Par contre, si c'est un blend ou un blended malt, ça sera le nom de la marque, ce qui malheureusement ne donnera pas beaucoup d'informations sur le profil aromatique du whisky. Sous le nom de la distillerie ou de la marque, il y aura la classification du whisky. Par exemple, la classification single malt. Un single malt, c'est un whisky qui est produit uniquement à partir d'orge maltée et distillé dans une seule distillerie. C'est un whisky avec beaucoup de caractère et son profil aromatique est complexe et souvent représentatif du savoir-faire de la distillerie dont il est issu. Vous pourrez trouver ensuite le blended malt ou anciennement le pure malt. Comme le single malt, c'est un whisky produit uniquement à partir d'orge maltée. Mais lui, il est distillé dans plusieurs distilleries. En gros, c'est une colocation de single malt, chacun avec son caractère, qui doivent apprendre à vivre ensemble. Et on peut enfin faire cette putain de colocation! Il vous arrivera également de lire blend ou blended scotch whisky. Dans ce cas-là, on parle d'un assemblage de whisky de malt et de whisky de grain. Un whisky de grain, c'est un whisky qui est distillé à partir d'autres céréales que l'orge, comme le blé par exemple. Ce sont les whiskies les moins chers à produire, c'est donc souvent ce type de whisky que vous trouverez en entrée de gamme. Mais attention, ce n'est pas parce que les blends sont souvent des whiskies d'entrée de gamme qu'il n'existe pas de grands whiskies dans cette classification. Bon, évidemment, il faudra dépenser un peu plus de 20 € pour y avoir accès. Sinon, il existe d'autres types de whisky comme les bourbons, les rye whisky, les single grain, mais je développerai ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. C'est souvent près du type de whisky ou de la classification que vous trouverez la région de production, notamment sur les single malt. On trouvera moins souvent cette info sur l'étiquette d'un blend ou d'un blended malt car les whiskies qui les composent viennent bien souvent de régions différentes. On parle souvent des terroirs écossais, que dans telle région les whiskies sont floraux, que dans telle autre région les whiskies sont fruités, mais je trouve que c'est pas très pertinent de faire des généralités comme ça, tellement il existe de contre-exemples. On pourra trouver par exemple des whiskies tourbés dans des régions qui ne sont pas censées en produire, et des whiskies non tourbés dans des régions qui produisent normalement que des whiskies tourbés. Eh bah oui, tu vois que c'est pas si simple. Mais bon, s'il faut vraiment classifier les régions écossaises, voici quelques pistes. Dans le Speyside et les Highlands, vous trouverez des whiskies au profil plutôt fruité, floral et céréalier, et très peu de whisky tourbés. Mais il y en a quand même quelques-uns. Les Lowlands sont une région qui produit surtout des whiskies de grain, mais on y trouve tout de même des single malt légers et floraux, notamment chez Auchentoshan. Sur la presqu'île de Campbelltown, le temps s'est arrêté. Les 3 distilleries sont un peu les gardiennes des traditions. Elles proposent des whiskies old school avec beaucoup de caractère, des notes minérales et légèrement fumées. Entre nous, ce sont mes préférés, mais chut. Quant à Islay, c'est la région qui produit le plus de whisky tourbés avec des grands noms comme Ardbeg, Lagavulin, Colilla ou Port Charlotte. Du coup, si vous êtes amateur de whisky tourbé, c'est là-bas que vous trouverez votre bonheur. Ensuite, autre élément qui peut sauter aux yeux, l'âge. L'âge d'un whisky, qui est souvent inscrit en gros sur l'étiquette, c'est l'âge du plus jeune whisky contenu dans la bouteille. Par exemple, ce whisky de 12 ans d'âge signifie qu'il a vieilli au moins 12 ans en fût. Pourquoi au moins? Parce que chaque whisky est le fruit d'un assemblage. Plusieurs fûts vont être sélectionnés,
mélangés pour donner naissance à une cuvée. L'âge de cette cuvée correspond à l'âge du plus jeune des fûts utilisés. Donc il se peut que dans un whisky qui affiche 12 ans d'âge, il y ait des jus bien plus vieux. Et cette règle s'applique quel que soit le pourcentage. Par exemple, si dans mon assemblage, j'ai 3% d'un whisky de 8 ans d'âge et 97% d'un whisky de 30 ans d'âge. Bon, évidemment, c'est un exemple, parce que dans la vraie vie, ces proportions, ça n'arrive jamais. Mais bon, au regard de la législation, il sera considéré comme un whisky de 8 ans d'âge. Et oui, parce que 8 ans, c'est l'âge du plus jeune, même s'il y en a une quantité infime, c'est lui qui prime sur celui de 30 ans d'âge. C'est dingue, je savais pas. Bon, c'est sympa ces histoires, mais est-ce que l'âge peut nous renseigner sur le goût? Évidemment oui. D'une manière générale, un whisky jeune sera plus vif, plus végétal, plus céréalier qu'un whisky qui aura passé 20 ans dans un fût qui lui sera davantage marqué par le bois, qui sera plus élégant, plus complexe aromatiquement. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera meilleur, parce que je vous le rappelle et je vous le rappellerai encore, le meilleur whisky c'est celui que vous préférez. A noter, et là je vais en décevoir plus d'un, qu'un whisky ne vieillit plus une fois en bouteille. Si vous achetez un whisky de 10 ans d'âge en 2025, il n'aura pas 20 ans en 2035. Autre élément important sur une étiquette qui est souvent écrit en tout petit et tout en bas, c'est le degré d'alcool. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce 40%, 50%, 53,8%? Eh bien globalement ça vous indique combien de verres vous devez boire avant de commencer à parler avec votre canapé. Non, je déconne. Plus sérieusement, c'est la quantité d'alcool pur contenue dans la bouteille. S'il est écrit 40% sur l'étiquette, c'est qu'il y a 40% d'alcool pur et 60% d'eau et d'autres composés dans votre whisky. Et vous allez me dire, comment ça se fait que tous les whiskies ont des degrés quasiment identiques? Petit point technique. Un whisky en sortie d'alambic s'attitre à environ 70% d'alcool. On va réduire son taux à 63% avant de le mettre en fût pour le vieillissement en y ajoutant de l'eau. Et pendant le vieillissement, il y aura un phénomène qu'on appelle la part des anges, qui n'est pas juste un film de Ken Loach, que je vous recommande d'ailleurs. La part des anges, c'est le volume d'alcool qui va s'évaporer pendant le processus de vieillissement. En Écosse, il est aux alentours de 2% par an, mais ça peut varier légèrement selon l'emplacement du chai. Au fur et à mesure que le whisky va vieillir, le taux d'alcool va baisser. Mais pour des raisons de consommation, la plupart des whiskies vont titrer entre 40 et 46% d'alcool. Pour arriver à ce degré précis, une nouvelle réduction est faite avant la mise en bouteille. Encore une fois, c'est bien joli cette histoire, mais qu'est-ce que ça nous dit sur le goût? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Eh bien, ces whiskies qui titrent à moins de 46% sont souvent filtrés à froid. Ça veut dire qu'on va refroidir le whisky à une température de plus ou moins 0 degré pour que certains composés peu solubles précipitent ou se solidifient si vous préférez, avant la filtration. L'objectif c'est de stabiliser le whisky en supprimant tous les composants qui peuvent le troubler, lui faire perdre sa limpidité. Le point positif, c'est que le whisky sera toujours stable et toujours limpide. Le point négatif par contre, c'est qu'une partie des arômes va disparaître et que la texture sera moins riche. Mais bonne nouvelle, à partir de 46% d'alcool, ce phénomène de whisky trouble disparaît. Donc, les whiskies qui titrent à 46% et plus ne sont pas forcément filtrés. Ils conservent l'intégralité de leurs arômes et on peut donc dire qu'ils auront tendance à être plus aromatiques que des whiskies plus légers. La différence entre un whisky à 40% et un autre à 46%, ça n'est pas juste son taux d'alcool, c'est aussi la richesse aromatique qui sera plus importante sur le whisky à 46. Parfois vous rencontrerez la mention Cask Strength. Cela veut dire que le whisky n'a pas subi de réduction après sa phase de vieillissement. C'est souvent des whiskies qui titrent à plus de 50%. Quoi qu'il en soit, lorsque vous dégustez un whisky dont le degré est élevé, n'hésitez surtout pas à ajouter quelques gouttes d'eau. Ça va libérer certains arômes et ça le rendra beaucoup plus accessible. Le volume standard d'une bouteille de whisky est de 70 centilitres en Europe depuis 1992. Avant ça, on trouvait des bouteilles de 75 centilitres, mais aujourd'hui, cette contenance est réservée au marché américain. Donc, sur les étagères de vos boutiques préférées, vous trouverez des bouteilles de 70 centilitres, mais aussi des bouteilles de 50 centilitres, qui n'est ni plus ni moins que le choix de la marque. On peut aussi parfois trouver des bouteilles d'1 litre, mais elles sont souvent réservées au marché duty free. Vous pourrez trouver d'autres mentions sur une étiquette, comme par exemple single cask, qui est utilisé quand un whisky provient d'un fût unique, qui n'est pas le fruit d'un assemblage. Ce sont souvent des whiskies avec beaucoup de caractère et par nature éphémères. Parfois vous lirez le terme small batch. Dans ce cas-là, on parle d'un whisky qui provient de l'assemblage d'un nombre de fûts très réduit,
et dont le nombre de bouteilles est de l'ordre de quelques milliers ou quelques centaines seulement. Autre élément récurrent, et ne vous moquez pas de mon accent anglais, la mention Natural Color. Cela signifie que la couleur du whisky n'a pas été modifiée avec du colorant E150 et qu'elle est donc naturelle. On pourra donc se fier à la couleur du whisky pour en déduire son profil aromatique. Le mot finish est également souvent présent sur les étiquettes de scotch. Il indique que le whisky a été affiné quelques mois dans un fût particulier, comme des fûts de Porto par exemple, ce qui peut donner une indication sur ses arômes. Quant au mot peated et smoky, il signifie que le whisky a été élaboré avec de l'orge maltée séchée à la fumée de tourbe, ce qui lui donnera des notes fumées, terreuses, typiques des whiskies tourbés. Et pour finir, l'expression non-chill filtered ou unchill filtered, ça fait référence à un whisky qui n'a pas été filtré à froid, comme j'en parlais dans le chapitre sur le degré de l'alcool. Voilà, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses avec cette vidéo. Si vous avez des questions et des retours, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis, si vous pouviez également cliquer sur l'abonnement et le pouce vers le haut, ça serait génial. Je vous dis à très vite, par exemple la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Salut!